Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Bienvenue sur les 104.5 Urban FM. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas? Ça va, ça va. Il y a la forme? Ouais. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On repart aux États-Unis. On va parler d'un méga projet qui Mais est... tu ne parles des bombardements en Israël. Non, je ne parle pas des bombardements en Israël. Puisque En Palestine. En Palestine, parce Tu es que... un pro-israélien? Non, je ne suis pas pro-israélien, au Tu es un contraire. pro-palestinien? Disons que je suis pour la création d'un peuple palestinien, d'un État de Palestine. Tu parles déjà comme un pro. Tu réponds comme les hommes politiques. Maintenant, je suis pour la création d'un État de Palestine qui vivrait côte à côte avec un État palestinien. Un État israélien. Un État israélien, merci. D'accord. Donc, l'actualité internationale nous emmène aux États-Unis? On va parler d'un méga projet qui a été dévoilé hier par Donald Trump au bureau ovale. Oui, j'ai vu ça. Hein? Le bouclier, là. Voilà, le bouclier antimissile qu'on appelle, que lui, il va désigner le dôme doré, en fait, en référence au dôme de fer qui est israélien. En réalité, il s'agit déjà d'un méga projet parce qu'il va quand même coûter 175 milliards de dollars. Et il s'agit en réalité d'un système qui devrait permettre d'intercepter des missiles, même s'ils sont des missiles, quelle que soit leur taille, que ce soit ce qu'on appelle des missiles balistiques et les missiles intercontinentaux. Donc, les missiles balistiques, ce sont des missiles qui sont entre 500 et 3, qui ont une portée entre 500 et 3500 km, et les missiles intercontinentaux ont une portée qui va au-delà de 3500 km jusqu'à 12 000 km. Donc, ce sont des missiles qui ont la capacité d'aller directement d'un continent à un autre. Ils peuvent être tirés, soit des missiles sol-sol, c'est-à-dire on a un vecteur qui est au sol qui envoie le missile, ou bien à partir d'un sous-marin doté justement de l'architecture capable d'envoyer ce type d'engin-là. Et donc, il faut savoir que ce projet, en fait, ce n'est pas un projet de Donald Trump. Il a repris, en fait, un vieux projet qui datait de l'époque de Ronald Reagan, qu'il avait dénommé l'initiative de défense stratégique. Il faut savoir qu'en mars 1983, Ronald Reagan avait décidé de mettre en œuvre cette initiative de défense stratégique, que l'on appelle aussi la guerre des étoiles, afin de répondre à un principe dit de l'équilibre de la terreur. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait contrer la menace des missiles balistiques soviétiques qui avaient considérablement étoffé leur arsenal et donc avaient renforcé leur capacité à pouvoir représenter une menace pour les États-Unis. Et donc, il fallait mettre en place un système qui puisse permettre justement de contrer la menace de ce missile balistique-là, de ces missiles balistiques-là. Et donc, il faut savoir qu'en 1984, une architecture, une organisation même va être mise en place pour superviser ce programme. Et donc, pendant 3 ans, la dite organisation qui s'appelle la Strategic Defense Initiative Organization va faire des recherches et elle va malheureusement conclure que le développement d'une telle architecture, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un bouclier antimissile global, était extrêmement ambitieux, n'était pas réalisable avec la technologie de l'époque et qu'environ 10 années de recherche supplémentaires seraient nécessaires simplement pour déterminer sa faisabilité. Et puis, au début des années 90, avec la chute de l'Union soviétique, et donc la menace va être considérée comme n'étant plus réelle, et donc Bill Clinton va décider en 1993 d'abandonner le projet en lui-même, mais pas d'abandonner si tu veux, les 10 années de recherche développées par la défense américaine pour mettre en place une telle architecture. Et quelques années plus tard, toutes ces recherches-là vont leur servir. Pourquoi? Parce qu'en 2006, après la guerre entre Israël et le Hezbollah, Israël va donc décider pour la première fois de mettre en place un système antimissile et rapidement, les Américains vont rejoindre le projet israélien, non seulement en leur apportant tout leur savoir-faire qu'ils avaient acquis depuis 1983, mais surtout aussi, ils vont injecter énormément d'argent dans le dit projet. Et en 2011, ce qu'on appelle le dôme de fer, donc le bouclier antimissile israélien, qui existe encore jusqu'à présent, a été mis en place. Et on se rappelle que l'année dernière, Israël avait fait face à une attaque simultanée de plus de 300 drones et missiles envoyés depuis l'Iran. Et grâce, une grande partie de ces drones et missiles avaient été interceptés
par justement ce système de bouclier antimissile. Mais la différence entre le dôme doré et le dôme de fer, c'est que évidemment le dôme doré, lui, il est là pour intercepter des roquettes. Donc les roquettes ont une portée extrêmement faible, c'est à peu près moins de 500 km. Mais à côté du dôme de fer, il y a toute une architecture au niveau d'Israël, toute une autre architecture d'interception de missiles en fonction de leur nature. Il faut savoir que, par exemple, des missiles qui ont une portée de plus de 15 km, parce qu'il faut savoir que les roquettes ont moins de 10 km en réalité de portée. Et quand on est à 15 km, il y a un autre système qu'on appelle la fronde de David qui intercepte des missiles de moyenne et de longue portée. Au-dessus, vous avez le système Arrow qui intercepte des missiles balistiques à longue portée. Et tout en haut, tout au-dessus du système même, on a le système THAAD qui intercepte des missiles balistiques à portée courte ou intermédiaire. Donc, il y a donc en fait une superposition pour ce qui concerne Israël d'un certain nombre d'architectures qui permettent d'intercepter des missiles en fonction de leur portée. Et il faut savoir que c'est un système qui est certes très efficace, mais qui n'est pas infaillible. Il faut savoir que, par exemple, lors de l'attaque massive lancée par l'Iran, il avait fallu l'intervention aussi de l'aviation américaine et française et jordanienne pour intercepter les roquettes et les missiles qui étaient envoyés sur Israël. Mais on estime qu'à peu près la moitié avait été interceptée par le système de dôme de fer et je dirais une autre bonne partie avait été interceptée par les F-16 jordaniens, les Rafales français qui avaient décollé de Jordanie et on avait bien entendu les F-35 américains qui avaient décollé pour la plupart de bases américaines qui étaient en Syrie et en Irak. Donc, c'est grâce à l'appui de l'aviation américaine, jordanienne et française que, évidemment, Israël avait pu minimiser l'attaque massive. Donc, on montre qu'il faut donc bien comprendre que quelle que soit l'architecture que vous pourrez mettre en place dans le cadre de ce type de système-là, eh ben, il faut se rendre compte qu'elle ne pourra intercepter qu'un nombre limité de missiles parce qu'il y a un nombre limité de lanceurs de missiles d'interception que l'on ne peut déclencher simultanément. On ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre. Donc, évidemment, l'interception est limitée. Pour comprendre comment ça fonctionne, en fait, il faut savoir qu'il y a 4 étapes. Il y a d'abord, lorsque les roquettes ou les missiles sont tirés en direction, par exemple, soit des États-Unis à l'avenir, eh bien, il faut savoir qu'il y a sur l'ensemble du territoire américain, il faudrait donc installer un certain nombre de systèmes de radars qui auront pour objectif de détecter toute fusée qui entrerait ou tout missile qui pourrait entrer sur l'espace aérien américain. Et ensuite, on aura un autre ordinateur qui est accouplé à ces systèmes de radar qui va calculer la trajectoire de ces objets-là et il y aura 2 options qui seront choisies. Si après le calcul de la trajectoire, l'ordinateur estime que le point d'impact, c'est une zone isolée, totalement inhabitée, qui ne représente donc aucun danger pour les vies humaines, oui. Alors le système d'interception n'est pas déclenché. Par contre, si l'ordinateur estime que la trajectoire va faire tomber le dit missile sur une zone habitée ou une zone particulièrement sensible, alors là, elle déclenche un tir de missile intercepteur pour aller justement le détruire et réduire à néant cette menace-là. Alors donc, il faut bien comprendre que pour les Américains, ils estiment donc que après, si tu veux, l'expérience israélienne qui est à leur avis concluante, ils ont donc la capacité, il y a cette capacité-là de pouvoir déployer le même système aux États-Unis. Sauf que les États-Unis et Israël ont une grande différence. C'est d'abord la taille géographique. Israël, c'est un très petit État en matière de superficie, alors que les États-Unis font plusieurs millions de kilomètres carrés. Ça, c'est la première chose. Donc, il faudrait disséminer des milliers de systèmes de radars, des milliers de systèmes de détection de ces missiles, des milliers de systèmes pouvant permettre de calculer la trajectoire, des milliers de systèmes de missiles intercepteurs. Et c'est ce qui explique que le coût extrêmement faramineux de ce projet-là, 175 milliards, ça c'est ce que Donald Trump affirme. Mais il faut savoir que selon une agence du Congrès américain qui n'a aucune affiliation partisane, donc à l'intérieur de laquelle on ne trouve que
des experts sur la question, eux, ils estiment plutôt que le coût estimé d'un système d'interception basé dans l'espace, c'est-à-dire que pour Donald Trump, on va intercepter tout objet qui pourrait entrer sur le territoire américain, que ce soit une roquette qui a une portée de 10 km jusqu'aux missiles balistiques intercontinentaux qui ont une altitude de plus de 150 km, eh bien, cette organisation estime, cette agence du Congrès américain, estime que ce coût-là, le coût d'un tel système d'interception serait compris, entre 161 et 542 milliards de dollars. Et que sa mise en œuvre, c'est-à-dire que même si on avait tous les fonds, sa mise en œuvre prendrait au minimum 20 ans. Donc on est quand même assez loin des annonces faites par Donald Trump, et lui qui estime que les 175 milliards, c'est pour mettre en place ce système-là qui serait déjà opérationnel à la fin de son mandat. Donc, disons dans 3 ans, dans 4 ans, en grosso modo, 3 ans, 4 ans, parce qu'on est encore qu'au tout début de son mandat. Donc, évidemment, on ne demande qu'à voir, et surtout, on ne demande aussi qu'à véritablement tester son efficacité. Mais, bien entendu, cette annonce a déjà fait réagir un certain nombre de pays, parce que les États-Unis estiment qu'ils ont décidé de remettre en place, de relancer en fait cette initiative-là, parce qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur leur territoire. Ils déterminent ces menaces-là, ils identifient ces menaces-là comme étant le fait que la Russie ait décidé de se réarmer, de renforcer son arsenal militaire, de renforcer son arsenal de vecteurs, donc de missiles balistiques, qu'ils soient intermédiaires ou intercontinentaux. Et surtout, la Russie a déjà développé des missiles hypersoniques, donc comme le Red Chick, dont on a pu voir l'efficacité notamment en Ukraine. Et donc pour les États-Unis, qui ont quand même un retard technologique sur le plan de la balistique, voient ça comme une menace, une très mauvaise chose. Et dans le cadre de l'application du principe de l'équilibre de la terreur, il faut donc qu'eux aussi, ils puissent être en capacité de monter en gamme pour avoir au moins le même niveau ou le même type d'armes que la Russie. Et puis la deuxième menace, c'est pour les Américains, c'est la Chine, pour la question notamment de Taïwan. Et ils estiment que la Chine aussi, qui a très fortement développé son système balistique, ils ont mis en place de nouveaux missiles, et surtout, ils sont aussi en train de développer leur système de missiles hypersoniques. Et donc, pour les États-Unis, il faut aussi contrer cette menace potentielle chinoise. La troisième menace pour les yeux des Américains, c'est bien entendu la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est dotée de l'arme nucléaire, la Corée du Nord qui est dotée aussi d'un ensemble de missiles balistiques, aussi bien intermédiaires qu'intercontinentaux. Donc pour les États-Unis, il faut évidemment se préparer à une potentielle attaque de la Corée du Nord de ce point de vue-là. Et puis la dernière menace pour les Américains, c'est bien entendu l'Iran. L'Iran qui est déjà doté de vecteurs, c'est-à-dire qu'elle a déjà des missiles, mais elle n'est pas encore dotée de l'arme nucléaire, et c'est la raison pour laquelle aussi les Américains sont en négociation avec les Iraniens pour essayer de trouver un accord qui ne permettrait pas aux Iraniens, ou qui obligerait les Iraniens à renoncer à leur programme nucléaire, notamment dans l'acquisition du plutonium qui est nécessaire pour la fabrication de la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne. Donc, ce sont ces 4 menaces-là qui, selon les Américains, pèseraient sur eux et qui expliqueraient leur volonté de mettre en place ce dôme doré-là. Mais il faut savoir déjà que la Russie et la Chine ont vivement réagi à cette annonce de Donald Trump, en estimant qu'il relance en fait la guerre à l'armement que l'on avait connue dans les années 70 et 80, et qu'à ce titre-là, en mettant en place ce type de système-là, il ne fait que renforcer l'idée d'une menace qui est chimérique, parce que ni la Russie, de leur point de vue, ni la Chine n'ont l'intention d'attaquer les États-Unis. Mais surtout aussi, les Européens ont réagi en estimant que la mise en œuvre d'un dôme de fer aux États-Unis ne ferait que renforcer en réalité la volonté des Américains de quitter l'Europe et de se replier sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils mettraient un système de protection de leur territoire, et donc ensuite ils pourraient dire aux Européens, écoutez, nous on est fatigués de vous protéger, c'est à vous-même de vous protéger, nous on a déjà mis notre système de bouclier anti-missiles, maintenant à vous de vous débrouiller pour mettre aussi une architecture semblable pour vous, afin de vous prémunir contre toute éventuelle menace, par exemple, qui pourrait venir de la Russie. Et donc on voit bien que
les Européens sont inquiets parce que le développement ou l'annonce faite par Donald Trump, de leur point de vue, ne ferait que renforcer la volonté de Donald Trump de se désengager en Europe, surtout en matière de soutien et de défense des pays européens à travers l'OTAN, et de faire une espèce de repli sur le territoire américain. Et ça, évidemment, c'est une chose qui a été très très mal accueillie par les Européens. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.